Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce dernier webinaire de 2025 proposé par le CTICM. Un webinaire durant lequel on va casser les idées reçues sur l'acier, ce mauvais procès environnemental qui peut lui être fait. Alors, si vous ne vous y connaissez pas vraiment en construction métallique, si vous ne savez pas quelle gamme de produits choisir dans la structure, quelle protection anti-corrosion existe, leurs avantages, leurs inconvénients, ou encore quel FDES choisir dans votre modélisation ACV, vous êtes au bon endroit puisque nous avons une heure, un petit peu plus d'une heure, pour vous présenter la construction métallique, vous faire aimer la construction métallique et puis vous détailler ces données environnementales avec trois experts du CTICM. C'est la Dream Team du sujet qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour messieurs. Nous commencerons avec Guillaume Pelé. Vous êtes ingénieur études structure au sein du CTICM et vous débuterez ce webinaire avec les atouts de l'acier, le marché de la construction métallique et puis les choix des produits de structure d'acier. La parole sera ensuite à vous. Thibaut, bonjour. Bonjour. Thibaut Makenem, vous êtes directeur de projet construction durable au sein du CTICM et puis vous nous parlerez, vous, notamment de la conduite d'une ACV, des méthodes d'estimation du poids carbone. Et enfin, Olivier Moite, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de projet matériaux et corrosion. Vous nous détaillerez les protections anti-corrosion de l'acier parce qu'un bâtiment bas carbone, il doit être aussi durable. Bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur le chat de ce webinaire et nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin des présentations de nos experts. Thibaut, c'est pas vraiment le premier sujet, enfin c'est pas le premier webinaire du CTICM sur le sujet de la décarbonation de l'acier. Non, en effet, on a déjà eu l'occasion de faire des webinaires ensemble sur les FDS, notamment expliquer en détail ce qu'est une FDS et comment ça fonctionne. Également, en mai dernier, on a fait un webinaire ensemble sur la RE 2020. Donc, c'était pour dire qu'aujourd'hui, en fait, le webinaire, on l'a pensé pour surtout les bureaux d'études environnement, les ACVistes, généralistes, qui ont un besoin de connaissances dans notre filière qui est un peu particulière, la construction métallique. Et donc, on va dérouler pas mal de connaissances aujourd'hui, d'informations. Et évidemment, on considère qu'il y a certains acquis à avoir. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de retrouver un peu certaines informations sur les FDS, comme j'ai dit, ou la RE 2020, eh bien, je vous invite à aller sur les webinaires qu'on a pu produire précédemment. Des webinaires qui sont disponibles sur le blog Métal et Tech. D'ailleurs, ce webinaire aussi sera en replay avec la présentation, les slides que vous pourrez lire tranquillement au pied du sapin. Guillaume, on commence avec vous. Justement, l'idée de ce début de webinaire, c'est de nous présenter la construction métallique, les atouts du matériau acier. Je vous donne la télécommande, hop, et c'est à vous, je vous en prie. Bonjour à tous, je vais vous présenter les atouts de la construction métallique. Alors, premier atout du matériau acier, c'est une grande résistance mécanique, aussi bien en traction, compression, flexion. Et ça permet notamment d'obtenir des grandes portées, notamment sur les ponts ou des ouvrages industriels importants. Deuxième atout, le rapport résistance sur masse volumique est très intéressant pour l'acier ou par exemple le bois, mais l'acier a une faculté en plus, c'est sa mise en forme, qui peut proposer différentes formes, on verra par la suite, et pour différentes solutions de bâtiments. Troisième atout, l'acier, on le préfabrique en atelier et on l'apporte sur chantier, ce qui évite les aléas sur chantier et on optimise comme ça le planning en construction métallique. Alors prenez note, si vous ne connaissiez pas tous ces atouts du matériau acier, on va vous interroger à la fin. Bon, c'est vrai. L'acier, sa faculté, c'est sa mise en forme, on vient de le dire, et derrière, c'est vraiment, vraiment un matériau où on peut lui donner toutes les formes complexes. Vraiment, c'est la seule limite, c'est l'imagination des architectes, tout simplement. Autre atout de l'acier, c'est que votre bâtiment, au fil du temps, il va évoluer. Et l'acier, justement, il s'adapte. C'est-à-dire que vous pouvez modifier votre bâtiment en fonction de ses fonctions. Vous pouvez modifier en plan ou en élévation.
Et le matériau acier, contrairement à d'autres matériaux, c'est beaucoup plus facile de le démonter, de le remonter avec ses dispositions constructives. Une évolutivité et une réversibilité qui sont très très tendances, si j'ose dire, et qui sont en tout cas essentielles aujourd'hui quand on parle bâtiment bas carbone. C'est ça, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus facile de changer une structure poteau, poutre en acier que dalle, bois, le béton, par exemple. Sixième atout que j'ai noté, c'est l'acier en fin de vie. Vous pouvez le démonter, le refondre et le réutiliser ailleurs, sans perdre en qualité. Et s'il y a une autre possibilité, c'est également de le réemployer sur une autre structure. Donc c'est un vrai atout pour le coup, surtout vis-à-vis du carbone. Alors oui, l'acier au niveau incendie, il se dilate, il va se déformer sous l'effet du feu. Mais tout ça, c'est prévisible et on connaît parfaitement son comportement. Et on peut mettre en place des différents types de protection, que ce soit le flocage, la peinture, l'encoffrement. Donc c'est un matériau qui maintenant on connaît plutôt bien. D'ailleurs, une autre problématique qu'on peut donner, c'est aussi la corrosion. Mais on le verra par la suite avec Olivier qui va développer le sujet. Il y a des solutions une fois de plus. C'est-à-dire on peut mettre en place des systèmes de peinture, de la galvanisation, et notre acier va durer dans le temps. Moi, ce qui m'a plu, c'est que l'acier, c'est une question de précision. On est limite sur de la mécanique. C'est l'ordre de grandeur, c'est le millimètre, pas le centimètre. Et derrière, ça déroule, c'est papier à musique. C'est-à-dire qu'on fabrique en atelier, on vient sur chantier, et derrière, il y a très peu d'aléas. C'est formidable. On vous sent amoureux de la construction métallique. Ah, c'est un coup de cœur pour moi, l'acier. L'acier, c'est un matériau qui existe depuis très longtemps, mais il évolue, et notamment les techniques. C'est-à-dire que ça fait 30 ans maintenant que l'acier, il utilise des process modernes, que ce soit en atelier ou en phase étude, et il est pleinement maintenant intégré sur les processus BIM également. Donc, je vais vous donner maintenant quelques chiffres sur le marché de la construction métallique. Il y a une grosse part encore de la construction métallique sur tout ce qui est bâtiment industriel. Et on retrouve donc 60% sur le bâtiment industriel. Et une autre partie, mais qui commence à prendre de l'ampleur, c'est ce qu'on a noté ici, autre ouvrage. Ça correspond à tout ce qui est ombrière et centrale photovoltaïque. Donc une part vraiment émergente du marché. On retrouve aussi les autres bâtiments, avec les bâtiments agricoles aussi, qui représentent une grosse part de marché. Donc c'est vraiment des domaines très variés, et c'est aussi une chance, c'est qu'on peut travailler sur pas mal de sujets avec l'acier. Mais ça, ce sont des chiffres qui nous proviennent du syndicat de la construction Ça, métallique, c'est ça? vous pouvez retrouver ces chiffres-là sur le SCMF, qui est le syndicat de la construction métallique. Je vous ai présenté aussi le tonnage d'acier, son évolution au fil du temps sur ces dernières années. On est arrivé en prévisionnel pour 2024 à 790 000 tonnes d'acier mises en œuvre. On dépasse le niveau de tonnage avant Covid. Ok, donc c'est une bonne nouvelle pour la filière. Bonne nouvelle, et on est à plus 3% par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça veut dire que la RE 2020 a été bénéfique au marché de la construction métallique? Est-ce que c'est ça qui fait, alors c'est peut-être vers vous, Thibaut, que je vais me tourner, qui fait que le tonnage retrouve ses bons chiffres d'avant? Je pense pas que ce soit encore lié, puisque Ok. comme on parle de RE 2020, en fait, la RE 2020, c'est une réglementation environnementale qui s'applique de manière progressive dans le temps, et jusqu'à présent, elle s'applique aux bâtiments de bureaux, d'habitation, d'enseignement, et normalement, à partir du 1er janvier, en tout cas, il y a un décret qui a été mis en consultation, un projet de décret depuis mai-juin 2025, donc maintenant, il faut encore qu'il soit publié. A priori, enfin, à la base, c'était prévu pour le 1er janvier, peut-être que ça aura un peu de retard, mais en tout cas, il est prévu que prochainement,
prochainement, dans les mois qui arrivent, la RE2020 s'impose maintenant également aux bâtiments industriels, logistiques, les restaurants, les hôtels, les aérogares, etc. Et donc, du coup, là, ces chiffres ne prennent pas en compte l'impact de la RE2020 pour la structure acier, on va dire, puisque en général, elle est plutôt employée, comme l'a montré Guillaume, sur les bâtiments industriels, logistiques, commerciaux. Donc ça veut dire que 2026-2027, si le décret passe, si Oui. le gouvernement arrive à statuer sur quelque chose, on aura des chiffres qui vont encore augmenter par rapport à cette courbe. On verra. Ok, donc c'est peut-être une bonne nouvelle à venir. Guillaume, est-ce que vous avez d'autres chiffres peut-être à partager avec nous? Alors, c'est principalement ces chiffres-là. Après, l'acier français aussi s'exporte 5 à 10% sur les chiffres que je viens de vous donner. D'accord. Voilà. Ok. Donc 5 à 10%, ça c'est assez constant dans le temps ou est-ce que l'acier français est un petit peu plus en vogue que dans d'autres pays? C'est des chiffres que j'ai retrouvés. Donc on invitera le syndicat de la construction métallique pour le prochain webinaire, comme ça ils pourront répondre à mes questions. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que... Oui, allez-y. allez-y. Allez-y, je vous en prie. Alors, je voulais vous présenter les acteurs de la construction métallique. Mhm. Donc, j'ai les recycleurs et les ferrailleurs qui vont amener l'acier à l'acieriste. L'acieriste, lui, va fondre cette ferraille. Et Thibaut aura l'occasion de développer un peu plus sur l'acieriste. Et l'acieriste, une fois débité ces semi-produits, il les envoie au lamineur, et le lamineur les met en forme. Et une fois mis en forme, ces profilés-là vont arriver chez le distributeur, et le distributeur va répondre à la demande des constructeurs métalliques en les débitant et en les fournissant, quoi, en les stockant. Autre acteur de la construction métallique, les bureaux d'études qui interviennent au niveau des plans, des calculs ou autres. En soutien des constructeurs. On peut retrouver les bureaux d'études au sein des constructeurs métalliques également. Gravitent autour également les fabricants d'outillage. Donc là, on va retrouver tout ce qui est boulonnerie, aussi également tout ce qui est machine ou autre. Pour la protection anti-corrosion, on a les peintres et les galvanisateurs, entre autres. Et une fois que notre structure elle est protégée, on peut l'envoyer sur site. Et sur site, on fait intervenir des transporteurs spéciaux pour notamment les ouvrages d'art, avec des grues très spécialisées. Voilà. Donc ça, ce serait pour les acteurs de la construction métallique. Ensuite, je voulais vous présenter les principales gammes de produits et de vous donner quelques clés pour vous dire on retrouve principalement ces produits-là à tel endroit. C'est vraiment des généralités, c'est pas forcément des Données absolues. C'est ça. faut, Après, en fait, chaque projet est particulier, et il faut l'étudier. Je vais vous donner des clés comme ça, mais ça s'étudie, quoi. Au moins, ça nous permet de saupoudrer un peu et de comprendre, de comprendre quelle gamme de produits on pourrait utiliser. Voilà, parce Ouais. qu'en fait, l'acier, il y a vraiment plein de typologies de projets. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça va de l'ouvrage d'art au pylône, en passant par les bâtiments industriels, ce qui fait qu'il n'y a pas de règle générale. Donc, je vais vous présenter les principales gammes. Les poutrelles en I et en H. C'est des profilés en I, du coup, et en H, donc c'est lié à la lettre, et derrière, c'est la forme du produit. Les poutrelles en I, on va plutôt les retrouver sur des produits plutôt de type poutre, alors que les produits en H, ça va être plutôt des produits qu'on retrouve en tant que poteau. On a également des poutrelles en U. Qui ici ressemble un peu plus à un C. Je me permets de le dire. C'est exact, mais on va retrouver la lettre C sur d'autres D'accord. typologies de profils. Donc les profils en U, cette fois-ci, on pourra les retrouver, pareil, ça dépend des typologies de bâtiments, mais on va plutôt les retrouver sur des lisses ou autres. Des sections creuses.
que ce soit rond, carré ou rectangulaire, et leur penchant en section pleine également. Que cette fois-ci, on va plutôt retrouver au niveau des contreventements, comme je vous ai montré sur le schéma à côté. On retrouve également des cornières. Mais ces cornières-là, ça va être plutôt intégré dans des systèmes tels que les poutres treillis en tant que diagonale ou en double cornière pour les membrures. On a également des PRS, donc PRS, profilés reconstitués soudés. Thibaut va vous expliquer après comment sont fabriqués ces fameux PRS, mais pour faire simple, sans avancer sur la suite, c'est des tôles qu'on va venir souder et créer des profilés un peu sur mesure. Ok. Les PAF, c'est là où on va plutôt retrouver la lettre C que vous avez dit tout à l'heure. Les PAF profilés formés à froid, on trouve vraiment pour le coup différentes formes. C'est pareil, c'est libre, c'est assez libre les PAF. C'est des profilés qu'on va plutôt retrouver au niveau des pannes ou ce genre de choses. Thibaut a l'occasion de développer sur la mise en forme de ces PAF. Je vous ai dit qu'il y a plein de typologies de bâtiments. Je vais essayer de vous donner plusieurs critères de choix justement pour, en fonction de ces critères, derrière il y aura un choix de profilé à choisir, mais en fonction des charges, des portées, des hauteurs libres, des charges de plancher, du coup du poids sur votre plancher, on va forcément choisir, on va faire le choix parmi les profils que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais derrière, il y a aussi des questions d'assemblage, de protection anti-corrosion que vous verrez avec Olivier, de protection incendie qu'on a vu tout à l'heure en atout. Et derrière, ça se réfléchit. Donc, il y a pas vraiment de formule magique de dire, OK, c'est des poteaux en I, c'est des pannes en H. Non, ça s'étudie à chaque fois, quoi. Donc, pas de ratio au mètre carré. Il faut vraiment étudier au cas par cas, quoi. Voilà. J'ai laissé la parole maintenant à Thibaut, justement. Oui, vous nous avez fait suffisamment de teasing pour qu'on ait envie de savoir comment ces PRS, comment ces PAF sont fabriqués. Thibaut, je vous en prie, la zapette est à vous. Ça marche, merci. Du coup, pour la suite, alors comme disait Guillaume, la construction métallique, finalement, c'est un peu de la dentelle. Toute structure est personnalisée en fonction des charges permanentes du bâtiment, des charges d'exploitation, des charges climatiques. Et donc, en fait, chaque bâtiment implanté sur un site géographique précis va nécessiter une étude et on va pouvoir placer dans cette structure différents éléments et on pourra parfois avoir des poutrelles en I pour tenir la toiture, ou alors des profilés minces formés à froid, ou alors des poutrelles en U. Enfin, et en fait, chaque conception dépend aussi du concepteur et de tous les critères techniques qui ont été listés par Guillaume. Et il y aurait plusieurs possibilités pour répondre à un même besoin. Donc ça dépend aussi de l'expertise du bureau de conception et des souhaits de la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc c'est vraiment la construction métallique, c'est vraiment du cas par cas et de la dentelle. Il n'y a pas de formule toute faite. On peut pas vous dire pour les bureaux ACVistes, et je sais qu'ils aimeraient avoir des ratios pour dire on va avoir des fourchettes de tonnage d'acier par mètre carré entre temps et temps sur tel type de bâtiment. Et c'est pas aussi facile que ça. Et aujourd'hui, on peut pas vous en donner. En tout cas, nous, on va pas s'y risquer. Après, il y a forcément des bâtiments un peu spécifiques où certains bureaux d'études pourraient avoir des retours d'expérience qui leur permettent d'avoir ces quelques ratios maison. Mais en tout cas, on n'a pas de ratios généraux à fournir. Et donc par rapport à tout ça, pour vous expliquer en gros l'impact, le poids carbone lié aux produits acier, il faut qu'on échange un petit peu sur la façon de produire l'acier. C'est un incontournable. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis une slide avec le cycle de vie qui est un acquis pour les auditeurs aujourd'hui. Simplement, je vais revenir rapidement. Au niveau du cycle de vie d'un produit, on a d'abord tout ce qui est extraction des matières premières et la production de la matière et la transformation de cette matière pour obtenir
obtenir un produit. Et après, on va avoir classique, le transport jusqu'au chantier, la mise en œuvre, hein, l'élévation du bâtiment, la vie en œuvre du bâtiment. Alors pour l'acier, il n'y a pas d'impact puisque l'acier en tant que tel, à part pour peut-être les côtés protection corrosion dans le temps, n'a pas de besoin particulier, mis à part pour la protection anti-co. Et ensuite, à la fin de vie, on a démontage, démolition, avec le cycle, on y reviendra, du recyclage et du réemploi. Et donc, sur la filière acier, on a quand même 2 transformateurs très importants. C'est le sidérurgiste en premier et ensuite le constructeur métallique. Alors le sidérurgiste, c'est ce qu'on appelle aussi un acieriste. Et ensuite, on va avoir l'étape du laminage. L'acieriste, il va produire l'acier et ensuite le lamineur, il va mettre en forme cet acier pour obtenir un produit sidérurgique. Et quand le site est intégré, c'est-à-dire qu'on a les 2 compétences, on appelle ça un sidérurgiste. Et donc, on va regarder un peu plus en détail dans les slides qui suivent comment on produit rapidement l'acier. Mais déjà, dès maintenant, je voulais vous dire qu'il n'y a pas une façon non plus de produire de l'acier, il y en a plusieurs. Que évidemment, selon le process qu'on va employer, cela va impacter très clairement, directement, le poids carbone du produit à la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler parfois d'acier dit classique ou d'acier décarboné. Donc tout ça, ça dépend du process. Donc plusieurs façons de produire l'acier, mais à la fin, on obtient les mêmes produits, peu importe le chemin pris, avec les mêmes performances techniques. C'est ça qui est important à retenir. Donc l'acier. L'acier, donc c'est un matériau qui est produit à base de minerai de fer et de coke. Donc coke issue du charbon. Ces 2 matériaux, on va les mettre dans ce qu'on appelle un haut fourneau, un énorme four, et on va faire monter la température. Et ce qui va sortir de ce haut fourneau, notamment, c'est de la fonte. Il y a également un coproduit qu'on appelle le laitier qui part ensuite en valorisation dans la filière béton pour le ciment. Et donc la fonte qui sort du haut fourneau, ensuite elle est placée dans un autre four, un four à oxygène. À ce stade-là, ce qui est important de retenir, c'est que dans le four à oxygène, pour pas que les parois réfractaires du four ne cassent, ne soient endommagées, on vient y placer dans le fond de la cuve de la ferraille. Donc en général, on va avoir entre 10 et 30% de ferraille, selon les technologies des fours et puis les process industriels des sidérurgistes. Donc on va retenir 20% de ferraille, et on vient couler la fonte chaude dedans. Et on fait une transformation qui va permettre de retirer un peu de carbone de cette fonte et passer en dessous d'un certain seuil. Et du coup, cette matière, on va l'appeler de l'acier. Donc là, à la sortie du four à oxygène, on a de l'acier qui est produit donc en moyenne à partir de 80% de minerai de fer et 20% de ferraille. Et il passe dans un four secondaire où on va pouvoir ajuster la composition chimique de l'acier avec des adjuvants. Et cette composition fine va donner des caractéristiques particulières à l'acier en termes de résistance mécanique. Et donc ça, c'est aussi hyper important pour la suite. Et donc l'acier, donc ça c'est la première voie. C'est on va dire la voie historique. Après, il y a une autre voie qui commence aussi à avoir un peu d'ancienneté, c'est la filière électrique. Donc là, en fait, on n'a plus un haut fourneau, mais on a un four électrique. Et ce four électrique, il est alimenté majoritairement avec de la ferraille. Donc on va dire entre 75 et 100% de ferraille, selon les technos également. Le reste étant du minerai de fer pré-réduit, qui aura été travaillé au préalable. Et donc du coup, on voit qu'on a une proportion de ferraille qui est beaucoup plus importante. Et donc on obtient, donc en fait on fond la ferraille. La ferraille, c'est de l'acier, on va dire déclassé entre guillemets, et donc on obtient des produits neufs sidérurgiques avec les mêmes propriétés que sur la première voie. Et donc là, on aura une production à majorité de ferraille, donc on va appeler ça des aciers dits décarbonés, bas carbone. Voilà, c'est globalement la même signification, on va dire. Et donc à ce stade-là, donc on a l'acier chaud dans la poche. On va venir couler l'acier. Donc dans le temps, il y avait un mode qui existait qui était les coulées en lingots. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. On est surtout sur la coulée continue. Et en fait, cette coulée continue va nous permettre donc d'arriver à des produits qu'on appelle des produits semi-finis. Donc en bas de la page, vous voyez, il y a des Bram, des billettes, des Bloom. Donc c'est des noms pour des caractéristiques un peu, des volumes différents d'acier brut qui sortent donc de la coulée. Et hop, ces semi-produits de sidérurgie vont passer ensuite au laminoir.
Donc là, ça passe de l'acieriste au lamineur. Si c'est sur un même site, ça reste sur le même site. Et donc, les barres, les brames, les billettes, les blooms sont remontés en température et sont laminés. Donc, laminé, en fait, ça signifie globalement qu'on a deux gros rouleaux compresseurs, que l'acier passe dedans et va donner une forme. Les deux gros rouleaux avec la compression vont donner une forme à la barre d'acier. Le but étant d'arriver à des produits sidérurgiques. Donc on était à des semi-produits en haut de la slide. En bas, on est à des produits sidérurgiques. Et donc on va obtenir des bobines d'acier, des tôles fortes, des poutrelles, des ronds, des tubes, etc., etc., qui vont être mis sur le marché. Donc c'est à ce niveau-là où on va passer du sidérurgiste au constructeur métallique. Donc évidemment entre les deux, au niveau du marché, il y a le négociant qui sert qui permet de faire du stock et de vendre au détail ensuite au constructeur métallique. Mais en termes de produits, on est à la sortie de la sidérurgie. C'est ensuite travaillé dans un atelier d'un constructeur métallique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce constructeur, donc, il va façonner les produits sidérurgiques, il va les couper, les percer, souder des plaques d'acier dessus, des goussets, des platines, des raidisseurs, pour justement pouvoir monter le produit ensuite dans le reste de la structure, pour former toute l'ossature du bâtiment. Et donc on a ces deux gros industriels qui se suivent. Sur les poutrelles qu'on a en visuel, quelques images très rapides pour vous montrer qu'avec des galets, on arrive, là on est encore à l'étape de la sidérurgie, on arrive à donner une forme de I ou de H comme nous l'a présenté Guillaume. Pour les PRS et des produits spécifiques, je sais que moi j'ai déjà eu des retours d'Acevis qui me disaient mais qu'est-ce qu'un PRS par rapport à une poutrelle? Eh bien une poutrelle c'est un produit qui est standardisé, qui a des dimensions normalisées, donc il y a une norme qui décrit les épaisseurs, les hauteurs, les largeurs des âmes, des semelles qui composent la poutrelle, donc une âme au centre, deux semelles de part et d'autre. Et donc c'est des produits standardisés. Et parfois on va avoir besoin de produits hors standard. Et donc, pour ça, on va utiliser des PRS. Donc, en fait, le constructeur métallique achète des plaques à la sidérurgie et va venir découper ces plaques aux dimensions souhaitées, largeur, longueur, va les positionner également pour retrouver une forme de I ou de H au niveau de la section et va ensuite tout simplement faire un cordon de soudure à la jonction pour solidariser les trois plaques et on obtient ainsi on va dire une poutrelle mais personnalisée. Bon, on appelle ça un PRS, poutre reconstituée soudée. Mais c'est du vrai sur mesure en fait. C'est le PRS. du sur mesure, Okay. ouais, vraiment. Pour le PRS, pendant que j'y pense, on peut utiliser dans des constructions métalliques certains produits par rapport à d'autres. Le PRS va permettre d'avoir des structures plus légères car plus optimisées au niveau du dimensionnement aussi. Pour les tubes, tout simplement, en fait, on a deux types de tubes, soudés ou sans soudure. Soudés, en fait, on va acheter une tôle au sidérurgiste, on va la cintrer, lui donner une forme ronde et on va souder les deux extrémités ensemble. Les tubes sans soudure, on va prendre un rond plein et on va extruder pour avoir le tube sans soudure. Donc, bon, là, on est dans le détail, mais c'est toujours bien à savoir. Tous les constructeurs métalliques sont capables de faire ça aujourd'hui ou... Alors pour les tubes en général, ça se passe plutôt avec un intermédiaire au laminage entre l'acieriste et le constructeur métallique. Mais les PRS, c'est pas tous les constructeurs métalliques. Certains vont plutôt avoir des process et des techniques sur de la poutrelle, d'autres sur du PRS, d'autres sur du profilé formé à froid. Donc ça dépend de l'expertise de chacun et de leur outil industriel également. D'accord, donc ça va dépendre aussi du besoin pour la structure. On va s'adresser à tel ou tel constructeur métallique. Okay. C'est ça. Ou alors, on orientera la conception de la structure avec tel ou tel produit parce que on a une expertise plus poussée sur cette gamme de produits. Okay. Et donc, la dernière gamme dont on était en train de parler, c'est le profilé formé à froid. Donc là, en fait, c'est des bobines d'acier qui sont achetées au sidérurgiste et chez le constructeur métallique ou chez l'industriel de l'enveloppe métallique. En fait, la bobine va être déployée, aplanie, découpée. On va obtenir une tôle. Cette tôle, elle va être amenée dans des presses qui vont donner une forme, comme on a vu avec Guillaume, soit de C, soit de epsilon, soit
De Sigma. Ouais, Sigma, pardon. Sigma, ouais, ou de Z. Et en fait, en formant, en lui donnant cette forme, on va écruire l'acier, on va lui apporter une résistance à la déformation ensuite qui sera utile pour la fonction du produit dans l'ouvrage. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'avoir des bonnes résistances avec des produits qui sont assez légers, on va dire, par rapport aux autres façons de faire en acier. Donc, c'est un des atouts. Du coup, maintenant, on va passer sur les données carbone, hein. C'est un peu aussi le but de ce webinaire. Oui, juste un mot, si vous venez de nous rejoindre ou si vous avez manqué le début du webinaire, aucune inquiétude, le replay sera disponible sur le blog Metal & Tech et sur YouTube juste à la fin de notre session. Le poids carbone, Le poids carbone. Thibaut, puisque c'est le but de ce Eh webinaire. oui, mais oui, c'est le but. Donc en fait, je voulais déjà attirer votre attention sur notre particularité. On a un premier transformateur, c'est le sidérurgiste. Un deuxième, c'est le constructeur métallique. Et donc, il y a aujourd'hui des données qui existent des F2S, qui sont notamment sur la base Ignies. Et quand vous utilisez une F2S, il faut bien faire attention au périmètre de la F2S. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des F2S, donc pour des produits aciers, hein, des poutrelles, des cornières, des tubes, des profilés minces, etc., qui soient sur des champs différents. C'est-à-dire que certaines F2S vont être développées plutôt par le sidérurgiste, toujours du berceau à la tombe, donc ça changera pas le périmètre global, mais disons que l'approvisionneur, le fournisseur sera individuel. Ce sera pour un sidérurgiste, Arcelor, LME, Dillinger, SSAB, enfin et d'autres, et pourra ensuite être utilisé par tous les constructeurs métalliques avec de la donnée représentative de la filière pour le deuxième industriel. On peut également avoir des F2S où on va être sur du collectif sur les deux transformateurs, ce qui est le cas pour les F2S CTICM. Et on peut également avoir des F2S individuels, c'est-à-dire qui sont déposés par un constructeur métallique, donc voilà, uniquement par un constructeur métallique, et avec plusieurs sidérurgistes en fournisseur. Donc il faut bien regarder le périmètre de la F2S, à quoi ça correspond et si elle est bien adaptée au produit dans notre projet. Voilà, super important. Là, je vous ai fait un petit tableau qui récapitule les quelques données qui sont présentes sur la base Ignies pour les études ACV de bâtiments, notamment dans le cadre de la RE 2020. Donc là, on voit donc des produits aciers. On a parlé des gammes poutrelles, PRS, tubes, cornières, ronds, carrés pleins, profilés formés à froid. Je vous ai mis à côté les données carbone, total cycle de vie et module D. Donc pour rappel, total cycle de vie, c'est du berceau à la tombe, de l'extraction des matières premières jusqu'à la démolition ou déconstruction du bâtiment avec ensuite une valorisation des produits déposés. Et donc le module D, justement, permet de prendre en compte cette valorisation des produits en fin de vie. Donc dans le cas de l'acier, du réemploi ou du recyclage. Recycler l'acier, ça demande moins d'énergie pour obtenir un nouveau produit neuf que de repartir du minerai de fer et du coke. Donc ça consomme moins d'énergie et ça émet aussi moins de carbone. Et puis on va moins chercher de ressources, C'est etc. ça. Il y a un processus un petit peu plus Oui, vertueux. c'est vertueux. Et donc du coup, la norme 15804 qui permet d'établir les FDS permet de valoriser cela avec le module D. Donc le module D traduit les bénéfices environnementaux après le premier cycle de vie. Et donc c'est un module qui est très important. Donc des fois, je vois des constructeurs métalliques qui vont uniquement comparer les données environnementales sur la base du total cycle de vie. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut prendre le total cycle de vie qu'on additionne au module D. Ça, c'est quand on est dans ce qu'on appelle une ACV statique. Les ACVistes qui nous regardent le connaissent bien. Je leur apprends rien. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'à côté, je dis, attention, il faut raisonner aujourd'hui par rapport à la RE 2020, puisque là, l'objet du webinaire, c'est de traiter d'études RE 2020 qui s'appliquent pour les bâtiments neufs en France. Et donc, dans le cas de la RE 2020, le législateur a demandé à ce que soit pris en compte ce qu'on appelle une ACV dynamique simplifiée. Donc, il y a un coefficient pondérateur qui est considéré pour pondérer les émissions de carbone selon le moment d'émission dans le cycle de vie. Je rentre pas plus en détail, il y a un webinaire qui le traite, un précédent webinaire. Et donc du coup, cette dernière colonne traduit les résultats avec la CV dynamique et le total cycle de vie plus module D. Donc on voit que pour l'acier, là par exemple, la poutrelle, on est en moyenne sur 1,39 kg de CO2, équivalent CO2, par kilo d'acier.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle des données, on va dire, de l'acier classique. En réalité, les F2S et TICM ont été produites sur la base de données statistiques. On est parti sur les statistiques de production en Europe. Nous, nos constructeurs métalliques, on a fait une collecte auprès d'eux. Ils nous ont retourné que dans 98% de leurs achats, ils achetaient de la production européenne. Et donc, sur le marché européen, on a pour les poutrelles 67% qui sont produites à travers la filière électrique que je vous ai présentée et le reste à travers la filière au fourneau. Donc on est parti sur cette répartition qui nous est donnée par l'association World Steel et donc c'est pour ça que je vous dis avec les données CTSM on a une donnée représentative d'un acier moyen produit. Alors moyen c'est pas négatif, hein, c'est moyen produit sur le territoire européen. Voilà. Après, sur les autres gammes de produits qu'on voit listés en dessous, on n'est pas du tout dans cette répartition 66-34 avec une majorité pour la filière électrique. C'est l'inverse, voire 90-95% pour la filière au fourneau. C'est des choix historiques, des choix techniques. Je pourrais pas rentrer dans les détails là, mais en tout cas, c'est un état de fait. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve donc des valeurs, une valeur plus intéressante pour la poutrelle 1,39 qui est la plus faible parmi toutes les autres, avec la cornière. Donc là, on a vu les données développées par le CTICM et on a également des F2S qui ont été développés par d'autres acteurs. Donc on a la F2S maintenant bien connue de ArcelorMittal avec la poutrelle X-Carb qui elle monte à 0,58 kg équivalent CO2 par kilo d'acier. Et on a d'autres F2S qui ont été en fait que le CTICM a réalisé pour le compte de LME, donc un sidérurgiste dans le nord de la France qui a également des fours électriques. Et donc ces F2S ont été déposés assez récemment là sur la fin d'année et donc qui permet d'atteindre des niveaux aussi très intéressants en termes de carbone puisque 0,72 kg de CO2 par kilo d'acier. Donc acier décarboné, bas carbone avec des fours électriques et le CTICM produit des données représentatives du marché moyen et de la production moyenne sur le territoire européen. Donc voilà, acier on va dire classique et acier décarboné. Je vous ai mis également quelques informations sur la répartition des impacts sur le cycle de vie. C'est important, enfin on va y passer rapidement, mais en fait on voit bien que là si on regarde les trois poutrelles que j'ai sélectionnées, CTICM, Arcelor, LME, qui sont disponibles sur la base Ignes, on va avoir sur la droite des pourcentages, donc qui représentent des leviers importants si on veut mettre en place des actions pour maîtriser, réduire son empreinte carbone. Et là, on voit que sur le cycle de vie, donc de A1 à total cycle de vie, eh bien, 80% des impacts du produit sont liés à la sidérurgie pour l'acier dit classique, représentatif, moyen. Et pour les aciers bas carbone de Arcelor et de LME, qui eux ont des fours électriques, cette part va représenter 77, on va dire autour de 70%. Alors, il faut bien regarder également la colonne totale plus D, où évidemment les valeurs absolues ne seront pas les mêmes. Donc, on a 80% de 1,39 pour l'acier CTICM, on va dire l'acier moyen, et puis 70% pour du 0,6, 0,7 kg de CO2. Donc ça aussi, faut le garder à l'esprit. Mais au moins, ça montre que le gros des impacts est quand même lié à la sidérurgie. Ça n'empêche que les constructeurs métalliques doivent quand même participer à l'effort de décarbonation, hein, ça c'est très clair, et tout le monde, toute la chaîne d'acteurs, mais que voilà, les leviers les plus importants immédiatement accessibles se font à la première étape. Se font à la première étape, c'est ça. Si jamais nos internautes souhaitent voir ce tableau, où est-ce qu'on peut le retrouver et toutes les données que vous nous donnez aujourd'hui, qui sont très riches? Ouais. Alors ces données en fait, elles viennent directement des F2S. Hein. Okay. Après, j'ai simplement fait des petites divisions pour avoir des répartitions. Mais les données sont dans les F2S. Okay. Et puis après, ce webinaire et le support sera mis à disposition. Ligne, évidemment. Ouais. Sur cette slide, j'ai simplement répété quelques notions que je vous ai déjà dites à l'oral. Hein, qu'une FDS, vous le savez bien, c'est une photo à l'instant T qui correspond à un modèle ACV qu'on a mis en place avec des données d'entrée spécifiques. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi il y a des différences de résultats entre telle et telle FDS, eh bien évidemment, il faut ouvrir la FDS et il faut regarder les chapitres correspondants sur comment a été construit la FDS. Évidemment, les FDS du CTICM et celles que même d'Arcelor et de l'AME que je vous ai présenté concerne un produit nu. Donc, c'est ce qu'on appelle des FDS mères ou des FDS de référence parce qu'elles sont sur la base Ignes. À contrario des FDS qui peuvent être générés par un générateur, un configurateur de FDS. Donc, en l'occurrence, pour la filière acier, Save.
Les données qu'on vous a présentées, c'est pour 1 kilo d'acier qui sort de l'atelier du constructeur métallique. Donc, le produit qui sort de l'atelier du constructeur métallique, c'est le produit brut acheté chez le sidérurgiste, plus les attaches et renforts, les goussets, les platines, les raidisseurs, etc. Donc, c'est vraiment le produit fini. Donc ça, c'est également important à bien avoir en tête parce que quand on fait une ACV bâtiment, évidemment, quand on sélectionne les F2S, on a vu CTICM, LME, Arcelor et on aura d'autres plus tard, il faut leur associer la bonne quantité. Et donc, comme là, on parle d'1 kilo de produits qui sort de l'atelier CM, il faut bien en face associer la masse d'acier fini. Faut pas prendre uniquement que la poutrelle brute, faut bien prendre la poutrelle transformée avec les attaches et renforts. Sinon, il y aura un trou dans la raquette. On a, voilà, je vous ai dit, les jeux de données variables, on a déjà vu. Et puis, juste dernière précision, la 15804, c'est la norme qui permet aujourd'hui de faire des F2S. Les ACVistes le savent bien. Toutes les F2S au format 1 deviennent caduques à partir du 31 décembre dans quelques jours. Et donc, à partir du 1er janvier, vous n'aurez accès uniquement qu'au F2S au format A2. Donc, ça va entraîner quelques chamboulements. Mais j'ai appris que Arcelor était en train de mettre à jour sa F2S X-Carb qui est en A1 pour qu'elle soit disponible le plus rapidement possible en 2026. Et maintenant, je vais en profiter pour vous présenter alors une méthode qu'on vous propose pour faire une première estimation du poids carbone d'une structure acier. Comme on le disait tout à l'heure avec Guillaume, on n'a pas de ratio prédéfini sur le tonnage par mètre carré à prendre en compte en avant-projet pour essayer de se faire une idée. On peut pas communiquer là-dessus. C'est donc vous êtes obligés, les ACVistes, de recevoir un tonnage de la part du BE Structure. Après, souvent, en phase esquisse, en amont d'un projet, la donnée, elle peut être pauvre, dans le sens où l'ACViste va recevoir un tonnage global d'acier pour la structure, le lot structure, sans avoir un détail sur ce qu'on a vu, les gammes poutrelles, tubes, cornières, profilés formés à froid, etc. Or, les F2S sont faites pour des gammes précises de produits acier. Et donc, c'est là où ça coince. Donc, du coup, on a travaillé en interne avec quelques collègues spécialistes et on vous présente cette méthode. Cette méthode, elle s'applique pour les bâtiments de bureaux, d'habitation collective et de parking aérien. C'est pas non plus pour tous les types de bâtiments. On vous conseille de l'employer quand vous êtes en phase avant-projet. On l'a déjà vu dans un précédent webinaire. En fonction de la maturité du projet, l'ACV va être de plus en plus précise, les données vont être de plus en plus spécifiques et correspondre réellement à ce qui sera placé dans le bâtiment. Donc là, c'est vraiment en phase avant-projet quand vous n'avez pas d'autres informations et d'autres possibilités. Et pour ce faire, on vous propose 3 clés de répartition massiques à utiliser, notamment avec les FDS collectifs du CTICM. Donc l'idée, c'est de se dire, quand vous avez très peu de données en amont du projet, qu'on vous donne simplement un tonnage pour le lot structure, vous pouvez quand même demander au bureau d'études structure si le projet serait conçu majoritairement à base de poutrelles ou de PRS, ou alors, troisième cas, le plus défavorable, vous n'avez vraiment aucune information. Donc on va étudier ces 3 cas. La première clé de répartition, c'est pour un projet réalisé au niveau du mode constructif avec une majorité de poutrelles. Donc là, ce qu'on propose, c'est une clé de répartition qui est affichée sur l'écran, avec notamment 75% de poutrelles en masse dans la répartition du lot structure. Ensuite, la deuxième clé de répartition, là, ce serait majoritairement à base de PRS. Donc on a la clé qui est présentée, et on atteint avec cette proposition 60% de masse de PRS dans le lot structure. Et la troisième clé de répartition, c'est de dire, bon, vraiment, à défaut, si on n'a rien, on a juste un tonnage pour le lot structure et que c'est la cata, eh bien, si vous avez vraiment un doute, dans le pire des cas, soyez conservateur, soyez majorant, vous allez prendre la pire F2S du CTICM F2S collective. Donc la pire, entre guillemets, c'est aujourd'hui celle qui a le plus fort impact carbone. Donc c'est le profilé formé à froid. Et forcément, vous serez en deçà de ça. Puisque on va pas construire toute une structure d'un bâtiment avec uniquement cette gamme de produits. En plus, c'est une gamme un peu particulière. Il y a des constructeurs qui maintenant proposent des conceptions légères à base de ce type de produits, mais sur la construction, on va dire métallique traditionnelle, on est plus sur de la poutrelle. Et donc, du coup, si vous prenez cette donnée, vous n'aurez pas de surprise après, vous pourrez pas être au-dessus sur l'eau structure, c'est sûr. Et c'est le scénario du pire, Ouais. mais on sait qu'on n'atteindra jamais C'est ce ça, poids carbone. exactement. Okay.
Et donc, quand on emploie les 3 clés de répartition que je vous ai présentées et qu'on utilise les FDS collectives du CTICM, on va obtenir les ratios qui sont à l'écran. Donc évidemment, on l'a fait en ACV dynamique RE2020 sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le total cycle de vie plus le module D. Très important. Et donc, on voit qu'en fait, si on est en majorité poutrelle, on va avoir un ratio moyen de 1,53 kg de CO2 par kilo d'acier. Si on passe sur du PRS 1,74 et si vraiment on n'a pas d'informations et qu'on veut être très sécuritaire, conservateur, on part sur 2,40. Un point important, les F2S collectifs du CTICM emploient au niveau du module A3 de la donnée des constructeurs métalliques français. Donc ces données que je vous présente ne sont valables que si le projet fait intervenir un constructeur métallique français. On verra juste après pour le cas d'un constructeur métallique étranger. Je voulais également conforter les données que je vous présente avec le fait qu'on a réalisé une étude de sensibilité. On a fait varier de plus ou moins 15% la part en masse de la poutrelle dans la clé de répartition présentée et pour le PRS également, en modifiant également les autres quantités pour que tout soit cohérent. Et en fait, on s'est rendu compte avec cette étude qu'au final, les résultats en sortie, donc le ratio carbone, évoluait entre plus ou moins 5%. Donc on va dire que la sensibilité, elle est faible et qu'on a un indice de confiance élevé dans ces ratios. Donc voilà, on vous invite à les employer quand vous n'avez rien d'autre en phase amont d'un projet. Et quand il s'agit d'un constructeur métallique étranger, c'est important pour notre filière française de le rappeler. Dans votre projet, messieurs, mesdames, les ACVistes, si c'est un constructeur métallique étranger, vous devez prendre les DED en avant-projet, donc les données par défaut mis en place par le ministère, qui sont évidemment majorantes, puisque c'est le principe même de ces données par défaut du ministère, pour inciter les constructeurs à développer leur propre FDS. Et donc là, on est sur des valeurs qui sont sans commune mesure, comme vous le voyez. Il est demandé, si on est sur des éléments porteurs horizontaux, de prendre 5,87, verticaux 5,29, et puis pour la charpente qui soutient la toiture, 3,92. Donc là, c'est vraiment des niveaux très élevés. Ne les employez surtout pas si vous faites intervenir des charpentiers, donc des constructeurs métalliques français. On a les FDS collectifs du CTICM. Voilà. Ça, c'est hyper important. Donc là, il y a un double message. Il y a utiliser les FDES de nos constructeurs métalliques français, mais il y a aussi, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, les éditeurs de FDES, allez-y, mais mettez en avant vos produits. Oui, bien sûr. Ouais. Et vous-même, CTICM, évidemment. Tout à fait, ouais. Bien entendu. Oui, il faut que les producteurs, les sidérurgistes proposent de la donnée, notamment pour leur process bas carbone, pour valoriser tout ce qu'on fait dans la filière, puisque s'ils font les sidérurgistes tout ce travail de leur côté, mais qu'ils le convertissent pas avec la production d'une F2S, nous et les ACVistes de bureaux d'études, ils peuvent pas valoriser tous ces investissements et tous ces efforts réalisés dans le bâtiment final. Et pourtant, c'est ça qui va driver l'autorisation à sortir le bâtiment ou non à la fin. Donc, il faut bien sortir des F2S pour valoriser tout le travail réalisé précédemment, pour qu'au dépôt du permis de construire, on puisse justifier. Et puis, il faut utiliser du Made in France. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous ai présenté des clés de répartition, des chiffres qui ont été obtenus avec les FDS collectifs du CTICM. Et donc si vous voulez refaire vos propres ratios en utilisant par exemple la FDS X-Carb ou la FDS LME, vous reprenez la clé de répartition, vous prenez votre calculatrice et puis vous faites vos petits calculs, sachant que dans un projet, on peut partir sur du 100% acier bas carbone ou aussi s'adapter au budget du client ou à l'ambition du projet et donc partir sur un mix avec de l'acier dit classique tel que j'ai défini dans les slides précédentes. Voilà. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation très complète. Alors l'acier, on l'a compris, c'est bien, ça a pas mal d'avantages, notamment avec les atouts présentés au tout début du webinaire par Guillaume, mais encore faut-il le protéger. Et Olivier et Moët, vous allez justement nous parler de ces risques liés à la corrosité de l'acier et comment protéger les constructions métalliques. Voilà, tout à fait. Je vais vous présenter rapidement du coup la protection anti-corrosion de l'acier qui est nécessaire et qui va avoir un impact quand même aussi sur le CO2 et sur le calcul final.
Euh, je vous parlerai rapidement du principe de la corrosion et puis après un peu plus longuement des différentes solutions de protection anti-corrosion qui existent actuellement et qui sont employées par les différents constructeurs métalliques. Alors la corrosion, c'est un processus naturel de dégradation du métal qui va vouloir revenir à son état stable et donc il y a une réaction chimique ou électrochimique qui se fait. Et donc pour empêcher cette corrosion, on va protéger l'acier, le métal on va le protéger. C'est indispensable contre les agressions de l'environnement. Et cette protection va garantir la pérennité de l'ouvrage dans le temps et sur plusieurs dizaines d'années. Donc cette protection, elle doit être adaptée par rapport à l'environnement dans lequel sera la structure métallique, le type de structure, est-ce que c'est un bâtiment industriel, est-ce que c'est un ouvrage d'art, etc. Éventuellement aussi les conditions d'utilisation de service qui vont avoir un impact sur sa protection, et puis aussi la durée de vie souhaitée de la protection, parce que si on veut plus on voudra une durabilité importante, plus la protection devra bien entendu être plus importante. Pourquoi on le protège? Parce que l'environnement est plus ou moins agressif. Donc l'environnement est classé selon des classes de corrosivité qu'on retrouve dans la norme 9223, NFEN ISO 9223. Il y a 6 classes de corrosivité en milieu aérien. De la classe C1 qui est la classe la plus faible, la moins agressive, à la classe C5 la plus agressive, et il y a aussi la CX, mais qui va pas concerner généralement là pour les auditeurs, parce que c'est tout ce qui concerne le offshore, donc on est dans un domaine un petit peu particulier. Alors, c'est cette détermination de cette classe de corrosivité pour savoir quelle protection on doit mettre. La norme, elle indique idéalement, il faudrait faire des essais sur 1 an en mettant des plaques en acier de métal référence. Et au bout d'1 an, on vérifie sa corrosion et donc on peut en déterminer une certaine vitesse. Et on a la classe de corrosivité vraiment la plus précise. Bon, c'est des essais qui se font très rarement. Donc c'est pour ça qu'aussi dans la norme, il y a tout un chapitre qui va donner des descriptions de ces classes de corrosivité, de ces différents environnements, et ça va donner aussi des exemples types qu'on peut retrouver selon les classes de corrosivité. Je vous ai mis là du coup un tableau qui regroupe, qui est issu de la norme, qui regroupe du coup les différentes classes de corrosivité qui existent, de la C1 à CX, comme je vous les ai indiqué, avec une petite notion de la perte d'épaisseur d'acier ou de zinc sur la première année, et donc forcément qui est beaucoup plus important plus on monte dans les classes de corrosivité. Et puis en face, on a des descriptions de classes de corrosivité avec des exemples d'environnement. Donc typiquement pour l'extérieur, en France, l'océan, ça va pas exister parce que ça va être que du désert avec très très peu d'humidité, donc on va pas le rencontrer. On va être à minima en extérieur en C2 pour tout ce qui est zone rurale, petite ville. C3, c'est toutes les zones urbaines, grandes villes, ou des zones industrielles mais très très peu polluées. Après, on va passer en C4 pour les zones industrielles ou des zones côtières mais sans projection d'eau de mer, et puis etc. Et on a aussi des environnements types pour tout ce qui est environnement en intérieur. Des petites photos un petit peu illustratives pour qui reprend des exemples de classes de corrosivité qu'on peut retrouver. Donc pour l'intérieur, ça va être tout ce qui est bâtiment chauffé. Donc là on est dans un bureau. Les C2, c'est là où il commence à avoir de la production un petit peu d'humidité. Donc c'est les salles de sport. Et puis on va aller jusqu'à du C4 par exemple pour de la piscine. Donc quand on connaît cette classe de corrosivité, il faut qu'on protège l'acier. Et comment on protège l'acier et pourquoi on le protège, comme je vous l'ai dit, c'est pour le protéger contre les agressions de l'environnement, des différents polluants qu'on peut retrouver dans l'air. Alors il y a plusieurs solutions pour protéger l'acier. Il y a la protection par revêtement métallique.
Je reviendrai en détail sur les slides d'après. La protection par revêtement peinture, où on peut faire une combinaison protection métallique et peinture. Chaque solution va avoir ses avantages et bien entendu ses limites. Un revêtement métallique, alors qu'est-ce que c'est? C'est on va déposer à la surface de la structure en acier une fine couche de métal pour protéger des agressions extérieures. Cette fine couche de métal, elle a deux particularités, deux fonctions. Elle a une protection physique parce qu'elle fait barrière. Donc il y a plus d'échange entre la structure en acier et l'extérieur. Et il y a une protection aussi cathodique parce que généralement le métal qu'on va déposer, la fine couche de métal qu'on va déposer à la surface, il va se corroder préférentiellement par rapport à la structure en acier qu'on souhaite protéger. Alors il y a plusieurs types de revêtements métalliques. Il y a la galvanisation à chaud qui est le plus connu. J'y reviendrai un tout petit peu plus en détail sur la slide d'après. Il y a des variantes de la galvanisation avec différents types de bains. Il y a la métallisation. Là, on va projeter le zinc fondu ou alliage de zinc sur la surface d'acier, ou l'électrozingage, mais là, ce qui est réservé à... Ça sera pas pour des poutrelles, c'est réservé à la très petite pièce de la visserie. On plonge ces petites pièces dans une solution avec des sels métalliques et puis en faisant passer un courant, il y a un dépôt qui se forme. Donc la galvanisation à chaud, qui est le procédé le plus courant pour protéger tout ce qui est poutrelles, etc. Le principe, je vous ai mis un schéma avec les différentes étapes du procédé. En fait, les pièces en acier vont être trempées dans un bain de zinc en fusion à environ 450 degrés. Ces pièces ont été préparées au préalable, décapées, etc. Et lorsque ces pièces sont dans le bain de zinc, il y a une réaction métallurgique qui se fait et il y a une formation de couches intermétalliques qui se forment à la surface de l'acier et ces couches-là vont protéger l'acier. Deux types de galvanisation à chaud, soit sur des produits finis, donc des poutrelles déjà toutes faites, ou soit en continu sur des tôles, par exemple pour former des profilés à froid. Donc ces tôles vont d'abord être galvanisées, donc c'est le même procédé, c'est trempé dans des bains de zinc, mais après ces tôles vont pouvoir être transformées, pliées, cisaillées, selon le besoin qu'on en a. Donc ces deux procédés sont un petit peu différents. Donc il y a des normes qui régissent ces deux procédés. Ça va donner des épaisseurs de galvanisation différentes selon le procédé. L'épaisseur de galvanisation et tout ce qui est résistance de la couche va dépendre essentiellement de la composition chimique de l'acier et de l'épaisseur de la pièce en acier, parce que plus l'épaisseur d'acier sera élevée, plus on pourra déposer une épaisseur de galvanisation et donc de protection importante. Il y a d'autres paramètres qu'on peut faire varier, c'est les temps d'immersion, la composition du bain, etc. Mais après, il y a certaines limites qu'on ne pourra pas dépasser. Donc sur les épaisseurs de revêtement de galvanisation, comme je disais, plus une épaisseur d'acier sera importante, plus on pourra déposer, c'est physique, une épaisseur de zinc importante. Du coup, la protection anti-corrosion sera d'autant plus longue. Alors l'avantage de la galvanisation, c'est qu'on va pouvoir protéger intégralement les pièces, parce qu'on les plonge entièrement dans un bain de zinc, donc tout est protégé, que autant la surface externe que les surfaces internes. Le zinc a la particularité, ce que je disais, de se corroder beaucoup plus lentement que l'acier, donc c'est pour ça qu'on va mettre cette couche de zinc à la surface de l'acier. Tous les produits sont recyclables et éventuellement on peut compléter la protection par une peinture.
Il y a quelques limites, ça va être surtout industriel. Il y a des bains de galvanisation des dimensions de bains de galvanisation qui vont limiter les pièces. Donc on pourra peut-être pas tout galvaniser. Ça se fait forcément qu'en usine et ça demande une petite étude parce qu'il faut faut prévoir la structure de manière à ce qu'on puisse bien la tremper dans le bain de zinc en fusion. Donc on a vu les revêtements métalliques, la galvanisation. L'autre solution pour protéger, c'est les revêtements peinture. Là, on va appliquer une ou plusieurs couches de peinture à la surface de l'acier. Deux types de peinture, les peintures liquides. Donc là, c'est un mélange liquide de plusieurs constituants. Il y a des liants, il y a des pigments, il y a des charges, du solvant. Chacun de ces composés ont une fonction. Et la peinture en poudre qu'on appelle thermolacage, où là c'est de la poudre qu'on vaporise à la surface d'une pièce en acier et après on va cuire cette poudre dans un four et qui va donner un revêtement de peinture sec et fini. Deux grandes familles de peintures, c'est important parce que dans le calcul pour les SCV, ça va rentrer en compte. Il y a les peintures qu'on appelle solvantées, où on va avoir des solvants organiques qui vont avoir un impact sur la production de CO2. Et donc le pourcentage de solvant va plus ou moins être élevé si on est sur des peintures conventionnelles. On va avoir beaucoup de solvants. Maintenant, on est plutôt sur des peintures avec qu'on appelle à eau extrait sec. Il y a beaucoup moins de solvants. On est dans les 15-20% de solvants. Ou l'autre grande famille, ça va être des peintures en phase aqueuse, où là, le solvant est remplacé par de l'eau. Il y a toujours une petite portion de solvant qui est obligatoire dans le process de fabrication, mais la majorité des solvants organiques sont remplacés par de l'eau. Quelques petits schémas rapides pour vous montrer le principe d'une protection anti-corrosion par une peinture liquide. Généralement, souvent c'est 3 couches. On a le subjectile acier, on a le primaire anti-corrosion qui est vraiment là pour la protection anti-corrosion. Une couche intermédiaire et une finition qui va être là pour faire barrière aux UV, aux agressions chimiques, etc. Ce tableau est issu de la norme 12944 où on va pouvoir retrouver les caractéristiques minimales des systèmes de peinture à mettre en œuvre selon la classe de corrosivité et aussi selon la durabilité du système de peinture qu'on souhaite. Donc durabilité, c'est une notion technique, jusqu'à à partir de quand on pense qu'il y aura une maintenance à faire sur la peinture. Ça fait beaucoup de solutions de couches de peinture. Donc Thibaut vous le dira un petit peu après là. Ça a été un petit peu simplifié pour les calculs de FDES. Les avantages de la peinture, c'est que ça peut se faire soit en atelier, soit sur site. Ça peut se faire pour le neuvage ou de la maintenance. C'est un procédé qui est bien connu, qui est simple, faible coût économique. On peut traiter l'intégralité de la structure. Après, il y a quelques limites. C'est les zones restreintes que là ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a la toxicité encore de certains composés. Et il faut maîtriser les conditions climatiques pour pouvoir appliquer cette peinture. La troisième solution de protéger ces produits en acier, c'était de combiner finalement le revêtement métallique et un revêtement peinture, ce qu'on appelle un revêtement duplex. Et là, l'avantage, c'est qu'on va augmenter la durabilité. Il y a un effet de synergie si on associe ces deux méthodologies. Mais encore une fois, il y a quelques petites limites. Je ne sais pas si c'est vraiment une limite, ça fait une étape supplémentaire à la construction. Il faut une compatibilité de peinture sur le revêtement métallique, mais ça se fait très bien. Et ça demande une préparation de surface. Alors, comment on choisira un revêtement organique ou métallique ou les deux? Ça va être
il y a plusieurs critères, hein. C'est essentiellement des critères techniques. Ça va être des dimensions de pièces, on va voir, parce que si on voulait absolument de la galva, mais que ça passe pas dans un bain de galva, il faudra trouver un autre procédé. Ça va être la forme des pièces, toutes ne peuvent pas être peintes, ou toutes ne peuvent pas être forcément galvanisées. La classe de corrosivité aussi, selon l'intensité de l'agressivité, on va pas forcément mettre le même revêtement. La durabilité attendue, qu'est-ce qu'on pourra faire comme maintenance, entretien. Des choix, parce que si l'architecte veut une couleur, donc forcément ça pourra pas être de la galva, ou ça sera galva plus peinture. Ça peut être aussi économique, parce que peut-être que certaines solutions sont peut-être plus chères au début, mais sur le long terme, sur la durabilité, ça sera la durabilité coût sera compensée. Ou ça peut être aussi un critère par rapport à l'empreinte carbone. Si on veut absolument un critère carbone, on va choisir du coup peut-être un revêtement avec l'empreinte carbone la plus faible, ou ce critère sera peut-être finalement déjà décidé par rapport aux contraintes techniques qu'on aura décidé au-dessus. Justement, Thibaut, ça donne quoi les FDES des revêtements anti-corrosion? Eh bien, justement, on va en parler très rapidement. Au niveau des données environnementales de revêtement anti-corrosion, on a beaucoup moins de données que pour l'acier. Donc, elles sont présentées à l'écran. On a de la donnée peinture qui est mise à disposition par le syndicat des vernis et des peintures, le CIPEV. Donc ça, on a deux FDS, une donnée peinture aqueuse et peinture solvant. La particularité, c'est que par rapport à la norme 15804, il y a des façons de travailler l'information, la donnée source. Et là, comme ils ont dépassé ce qu'on appelle les plus ou moins 35% de cas de validité, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Ils ont dû prendre des valeurs les plus pénalisantes de leur gamme de produits, ce qui fait qu'on a des données impactantes. Voilà, avec des durées de vie aussi à 7 ans. C'est des F2S qui sont en cours de révision par le CIPEV, qui devrait sortir dans les prochains mois au format A2, format en vigueur à partir du 1er janvier. Voilà, les données sont pas... Enfin, c'est celles qu'on a, voilà, c'est celles qui ont été travaillées actuellement. Elles seront améliorées, j'imagine, dans le futur. En tout cas, c'est celles qu'on a à disposition aujourd'hui. Et à côté de ça, on a également une donnée Galva, donc qui vient d'être produite par l'association Galva Zinc. Là, c'est un ICV, c'est un peu différent de la FDS. Et l'ICV, en l'occurrence, celui-ci, il est exprimé en kilos équivalent CO2 par kilo de zinc. Donc, c'est une information qui est intéressante, mais qu'il faut savoir ensuite travailler, puisque quelle quantité de zinc on va déposer sur une pièce en acier, c'est tout l'enjeu. Donc du coup, on a travaillé avec Olivier depuis 2024 et avec Galva Zinc pour développer une méthodologie pour quantifier justement cette quantité de zinc à déposer sur une pièce en acier en fonction de différents paramètres, différentes performances à atteindre avec la classe de corrosivité, avec la durabilité. Et donc toute cette méthodologie, on l'a ensuite valorisée à travers le configurateur Save. Avant de passer à Save, j'en profite, là, il y a une dernière ligne, système de résine synthétique. Elle existe sur la base Ignies. C'est vraiment pour un usage très spécifique. C'est pour tout ce qui est, on va dire, hygiène agroalimentaire, pour stocker l'eau, pour l'alimentaire, donc avoir une couche protectrice. Donc l'utiliser que dans ces cas de figure, elle est très impactante aussi. Et c'est vraiment un usage spécifique. Donc sinon, prenez plutôt Galva ou peinture. Et entre deux, Olivier nous a fait le plaisir aussi de nous mettre les normes qui concernent donc la corrosion, la galva et la peinture. Donc vous les retrouvez sur cette slide. Et maintenant, passons à la présentation le de lien cet outil magique, le configurateur. Avec Save, donc je vous disais, on a développé une méthodologie avec Olivier pour quantifier la quantité de zinc à déposer sur une pièce en acier. On l'a mis en place dans le configurateur Save pour que ce soit le plus facile pour tout le monde. Donc du coup, Save, c'est un outil, j'avais déjà présenté la dernière fois, c'est un outil qui est complexe à mettre en place et du coup là il est en vérification, ça a pris un petit peu de retard, ça va sortir en février 2026. On a apporté donc
quand même des bonnes modifications, on les voit à l'écran et je vais vous les détailler sur les impressions d'écran qui sont présentées. Donc on va pouvoir maintenant sur Save à partir de février choisir l'unité de la FDS, du kilo ou du mètre. Aujourd'hui c'était uniquement du mètre. On peut choisir en dessous le type d'acier. Donc on proposera les FDS, les aciers des FDS classiques, collectifs, CTICM, donc valable pour tous les sidérurgistes et tous les constructeurs métalliques français. On va également ajouter ceux de LME. Ensuite, on choisit le produit comme d'habitude. Donc là, sur l'écran, un IPE 400 avec une personnalisation possible des attaches et renforts, donc tout ce qui est gousset, platine, etc. pour que en sortie, on considère bien 1 kg d'acier. C'est ça qu'on choisit l'unité kilo. Et donc, après vient la nouvelle étape, le revêtement Tico. Donc là, je vous ai sélectionné la galvanisation à chaud. Et donc, avec le travail d'Olivier et de moi-même, on a intégré donc cette méthode pour quantifier. Donc, ça se fait automatiquement par rapport au produit qui a été sélectionné au-dessus, le produit acier, et par rapport à la surface à protéger du produit pour 1 mètre linéaire. On vient prendre en compte les différentes relations physico-chimiques entre les produits. Et donc, on détermine la masse de zinc précise pour protéger le produit sur ici une classe de corrosivité allant jusqu'à C3 et atteignant une durée de vie qui dépasse les 50 ans, là à l'écran 99 ans. Et donc après, on obtiendra tous ces résultats. Vous les connaissez déjà, messieurs, mesdames les acévistes, avec la F2S et la fiche XML au format ministériel. Donc ce configurateur Save, ce sera un cadeau de Noël avec un peu de retard pour la fin de l'hiver, on l'espère. Ouais. Le Père Noël est très sollicité en ce moment. Merci beaucoup Thibaut. Peut-être en mot de la fin, les bonnes pratiques en ACV. Ouais, très rapidement. Je sais que le temps est compté comme à chaque fois. Donc les bonnes pratiques, en fait, on les a déjà vues au dernier webinaire. Je les remets pour vous quand vous regarderez le replay, que vous téléchargerez les diapos. C'est toujours en lien avec toute notre présentation d'aujourd'hui. Et donc c'est toujours bon à rappeler. Vous les retrouvez sur cette slide et sur la suivante. Je vous laisserai le plaisir de le découvrir. Et puis ensuite également, ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on vous transmette des éléments bibliographiques. Si vous avez besoin, si vous souhaitez approfondir certains points qui ont été abordés aujourd'hui, il y a un site très important pour le CTICM, c'est Metal et Tech, où vous retrouvez énormément de contenu sous forme de vidéos ou de fiches, de guides, etc. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit, il faut simplement se créer un compte. Et ensuite, sur les 2 dernières slides, et on va terminer là-dessus, je vous ai mis quelques éléments sur la décarbonation de l'acier, sur des choses qui pourraient vous aider à mieux comprendre. Je vous ai remis les webinaires sur le réemploi de l'acier. Donc, c'est des choses qui devraient intéresser nos auditeurs. Et également, j'ai fait un petit rappel des acteurs clés de la filière. Si vous avez un besoin, allez sur leur site, il y a du contenu. C'est fait pour ça. C'est sympa de faire de la promo pour les copains. Merci beaucoup Thibaut. Il y a quand même une question qui a été posée durant votre première présentation. Les ratios d'empreinte que vous avez présentés, est-ce qu'ils sont en ACV statique ou en ACV dynamique? En ACV dynamique. En ACV dynamique. Et ben voilà, comme ça, vous avez votre réponse. Si vous avez encore d'autres questions à poser à nos experts du CTICM, n'hésitez pas par mail via le blog Metal et Tech. Vous allez leur faire un petit coucou et ils se feront un plaisir de vous y répondre. Nous, on se retrouve en 2026 pour de nouveaux webinaires du CTICM. Et bien sûr, le replay et les présentations sont disponibles tout de suite sur le blog. À très vite, bonne journée. Au revoir. Au revoir.